Bonjour et bienvenue sur Floraison. Voici la suite et fin du podcast consacré au livre de Jacques Luzzi, Au rendez-vous des mortels, publié aux éditions La Lenteur. En tout, ce podcast est divisé en 3 épisodes, dont voici le dernier. Si vous n'avez pas écouté les premiers épisodes, on vous conseille d'arrêter celui-ci et de revenir au début de la série pour une meilleure compréhension. Dans ce dernier épisode, Jacques reviendra sur la nature religieuse du transhumanisme avant de rappeler les liens que cette idéologie entretient avec l'État et le capital. Bonne écoute. Le transhumanisme, c'est une religion. C'est une religion du salut. À la seule différence des autres religions du salut, c'est que les autres religions du salut étaient de l'ordre du symbolique. Vous pouvez croire au paradis, mais le paradis, vous ne pouvez pas le palper. Ce que promet le transhumanisme, c'est la réalisation concrète du salut. C'est de dire aux individus, vous n'allez plus mourir. En même temps, il va falloir le monnayer. Aujourd'hui, si vous voulez vous faire cryogéniser, vous pouvez vous faire cryogéniser en Californie. En attendant que la technologie vous permette de devenir immortel, donc on vous réveille et puis on vous rend immortel, ça coûte 300 000 euros. Donc là, il faut bien voir que c'est toujours une question. Aujourd'hui, ce qui domine le capitalisme, donc ce qui domine le monde, c'est ceux qui possèdent ces nouvelles technologies. D'accord. Il me semble que si tu te coupes juste la tête, tu peux faire cryogéniser le cerveau et ça coûte moins cher. Donc il y a des solutions économiques. Il y a des solutions économiques, mais quand même, c'est pas réservé à toutes les bourses. Il faut bien voir que cette promesse-là, c'est une promesse qui s'adresse à tout le monde, qui à mon avis n'est pas réalisable. Mais c'est pas parce qu'elle est réalisable qu'elle est négligeable, d'accord. Puisqu'en fait, c'est ce qui permet aux individus de continuer à adhérer à un système qui est mortifère. Mais de toute façon, même si elle était réalisable, elle n'est à destination que de ceux qui dominent. C'est toujours les dominants qui sont foncièrement nécrophobes et mortifères. Donc au lieu en fait, de se construire des pyramides, ces individus-là pensent pouvoir se rendre concrètement immortels. Mmh. Oui, en fait, comme toute religion, elle repose sur un ordre social. Là, en fait, on a juste la reconfiguration d'un ordre social, enfin, la perpétuation d'un ordre social capitaliste, mais avec changement d'archevêque et de pape, en fait. Oui, en quelque sorte. Je ne sais plus quelle ancienne BD, vous aviez le technopape, c'est Jandorowicz. C'est ancien, je lisais ça dans ma jeunesse. Oui, vous avez des technopapes. Oui. Les technopapes, c'est les tenants du transhumanisme. Hein, et encore une fois, c'est la Silicon Valley. C'est-à-dire qu'un des technopapes, c'est un monsieur qui s'appelle Kurzweil, qui pour moi est totalement aliéné. C'est-à-dire que c'est un type qui, il le dit lui-même, hein, il prend entre 100 et 150 pilules par jour, pour pouvoir vivre jusqu'au moment où la technologie lui permettra de devenir immortel. Il a fait cryogéniser son père. Voilà, c'est un ingénieur de Google, donc il est responsable de je ne sais plus quelle branche de l'ingénierie de Google. Et il a été l'un des fondateurs de la Singularity University qui est installée sur le terrain de la NASA en face de Google. Donc tout ça, c'est la Silicon Valley, hein, les tenants du transhumanisme. Et d'un côté, vous pouvez vous dire c'est un discours purement publicitaire, puisqu'en fait c'est en partie une technique de vente des nouvelles technologies. Mais en même temps, vous vous rendez compte que ces individus, en partie, y croient quand même. Oui, parce que c'est ce que j'allais te dire, en fait, qu'on écoute Elon Musk et son idée de terraformation de Mars, de colonisation de Mars, ou d'autres personnes qui promettent la fin de la mort pour des générations vivantes aujourd'hui. Ça peut laisser perplexe dans le sens où on se dit bon, on y est encore loin, c'est quand même un discours extrêmement futuriste, et alors qu'en réalité l'idée le transhumanisme est déjà là. Et du coup, est-ce que tu pourrais développer, nous dire en fait
en quoi le transhumanisme, c'est pas cette idée remise à plus tard, c'est pas qu'un discours publicitaire, c'est aussi une réalité aujourd'hui. La réalité, c'est la poursuite du capitalisme. Le capitalisme se nourrit des nouvelles technologies. Pour l'expliquer de manière simple, le problème du capitalisme, c'est un problème de riches. C'est une aliénation à l'argent. Là aussi, c'est les intuitions du jeune Marx. Moi, je laisse de côté les développements économicistes de Marx. Mais par contre, ces intuitions, une des intuitions premières du jeune Marx, c'est de dire que les hommes s'aliènent, donc deviennent dépendants, deviennent esclaves de leurs propres inventions. Et donc, il y a les religions. Pour Marx, qui est matérialiste athée, la religion, c'est une invention humaine. Et ensuite, les êtres humains qui croient en cette religion deviennent esclaves de leur propre invention. Et Marx dit, en fait, l'argent, parce qu'il faut bien avoir conscience qu'on a l'impression d'une normalité d'une société qui est totalement monétisée, mais nous sommes la première société qui est totalement monétisée. Aucune société dans l'humanité n'a été totalement monétisée comme la nôtre. Donc nous avons inventé l'argent, les êtres humains ont inventé l'argent, et ils deviennent esclaves de leur propre invention. Et cet esclavage, c'est d'abord l'esclavage du riche. Pourquoi ? Parce que le riche a trop d'argent. Il ne peut pas consommer la totalité de sa fortune. Et comme l'argent perd de sa valeur en dormant, le problème redondant du capitalisme, et de plus en plus prononcé, c'est ce qu'on appelle les capitaux excédentaires. C'est l'argent en excédent des très riches ou des grandes firmes. Donc il faut trouver en fait des débouchés rentables qui rapportent quelque chose à cet argent qui est excédentaire. Et une manière, la manière principale, c'est de développer ce qu'on appelle le domaine de la marchandise. C'est-à-dire transformer quelque chose qui n'était pas une marchandise en marchandise. Et donc c'est ce que permet la technologie. La naissance ou la mort, qui sont les deux grands événements de la vie humaine, sont des événements qui au départ ne sont pas des événements marchands. Mais les biotechnologies permettent de transformer ces événements en marchandises rentables. Et c'est ça qu'il y a derrière. C'est vraiment le lien entre la technologie et le capitalisme qui se nourrissent mutuellement. Et son expansion dépend de la transformation en marchandise de plus en plus d'événements humains, dont la naissance et la mort. Mais pour que les gens acceptent ça, il faut associer ça à une promesse. Et la promesse en fait de la marchandisation du corps humain, de la naissance, de la mort, aujourd'hui on fait commerce des gamètes humaines, on fait commerce des bouts de corps humains grâce aux biotechnologies. Ce commerce-là, pour le faire accepter par les individus, il faut l'associer à une promesse. Et c'est là qu'entre en jeu en fait le discours transhumaniste. Le transhumanisme, c'est le discours de la promesse que vont apporter les biotechnologies. La santé parfaite, l'immortalité, etc. On n'a pas beaucoup parlé de l'État, et quel est son rôle, l'État, dans tout ça ? Historiquement, l'État et le capitalisme sont liés. Il n'y a pas d'opposition entre l'État et le capitalisme. Contrairement au discours qui nous ferait croire discours politique qui nous ferait croire que d'un côté il y a le tout marché et de l'autre côté il y a le tout État. C'est un faux débat parce que les deux fonctionnent ensemble, historiquement. C'est l'État qui a institué le capitalisme. Et le capitalisme permet de financer la puissance de l'État, simplement par le biais des impôts. Donc les deux fonctionnent ensemble, c'est pour ça que l'État peut financer des recherches technoscientifiques qui n'ont pas une rentabilité à court terme et les lâcher ensuite à des firmes une fois que ça deviennent rentables. Et en même temps, les recherches, aujourd'hui, il y a une espèce de fusion entre les deux qui est que la recherche technologique, quand vous écoutez, il faut aller sur le site du gouvernement, donc gouv.fr là.
Tapez intelligence artificielle et vous aurez des déclarations de Macron, vous aurez des déclarations de, alors je ne sais plus maintenant que le gouvernement a changé, mais de l'ancienne ministre des Armées, qui vous disent que le premier objectif de l'intelligence artificielle, c'est la puissance militaire et la rentabilité des entreprises. Ensuite vient le fait que ces technologies doivent être inclusives, bienveillantes, tout ce que vous voulez. Mais le premier objectif, c'est la puissance de l'État. Et vous avez une déclaration, puisqu'il fait la une des journaux en ce moment, une déclaration très claire de Vladimir Poutine qui dit « Celui qui sera le maître de l'intelligence artificielle deviendra le maître du monde ». Donc derrière ces technologies, il y a toujours une volonté de puissance. Mais en même temps, il faut que la société accepte et finance cette recherche de puissance. C'est pour ça que les technologies qui sont d'abord développées dans le domaine militaire vont ensuite devenir des moyens de consommation. Ça permet l'acceptation de ces technologies et par ailleurs, ça permet le financement des futures technologies. Parce que ça fait tourner le business et l'État vit des impôts qu'il prélève sur le business. Donc plus le business est prospère, plus l'État aura un budget important et donc pourra continuer sa politique de puissance. Du coup, pour clore cet entretien, est-ce qu'on pourrait revenir sur les limites justement de ce déferlement technologique combiné, alors comme on l'a dit auparavant, avec le capitalisme qui lui-même est combiné avec la forme État, sachant, comme on l'a dit également, qu'il y a cette tendance au catastrophisme qui renforce le sentiment de déni sur la mort. Quelles sont les issues possibles en fait, à cette dynamique qui est prise? Est-ce qu'il va falloir compter sur un essoufflement matériel? Parce que voilà, toute cette puissance repose avant tout quand même sur de la matière. Cette matière est limitée. Est-ce qu'il va falloir compter également sur des résistances humaines? Enfin, voilà. Quelles sont les perspectives qui se dessinent L'histoire est imprévisible. Donc c'est de l'ordre du sentiment, hein, plus que de... Je suis pas un devin. Il me semble... Mon livre, en fait, c'est une analyse des rapports de domination et de la forme qu'ont pris les rapports de domination dans la société industrielle. Dans cette société-là, la domination passe par la technologie. Et la perpétuation de ce rapport de domination qui est imaginé par les dominants, hein, que ce soit les technocrates ou les grands capitalistes, est résumée par ce qu'on appelle le solutionnisme technologique. Donc pour prendre l'exemple des biotechnologies, l'idée c'est que, on va dire, le thermocapitalisme, donc le capitalisme qui est fondé sur l'exploitation à grande échelle des énergies fossiles, est en train de s'épuiser et a détruit la nature. Mais la biologie de synthèse va permettre de recréer la nature. L'être humain souffre psychologiquement et dans son corps des effets de l'industrialisation, par les empoisonnements chimiques, électromagnétiques, qui développent par exemple la stérilité masculine. On considère que, enfin, les prévisions scientifiques pour la stérilité masculine dans les pays industrialisés, donc les pays, l'Europe, les États-Unis, l'Australie, etc., c'est quasiment une stérilité complète à l'horizon 2045. Mais là aussi, vous avez une solution technologique qui est non plus la recréation biotechnologique de la nature, mais la reproduction artificielle, qui sera associée là encore à l'eugénisme, hein, c'est-à-dire que cette reproduction artificielle va permettre de trier en fait les êtres humains qui naîtront en fait non plus du ventre d'une mère, mais qui naîtront par des processus purement technologiques. Donc voilà, et tout ça est enchanté par le fait que ce solutionnisme technologique va permettre la santé parfaite, l'immortalité, etc. Donc on fait accepter aux populations le développement de ces technologies par des promesses qui, à mon avis, sont des promesses intenables. Donc par exemple, l'idée de programme génétique est totalement farfelue. Les biologistes un peu sérieux savent très bien que
En fait, la forme que va prendre un être vivant, c'est l'interaction entre les gènes et l'environnement et l'organisme. Et que cette interaction, un des grands facteurs, c'est le hasard. Et donc, effectivement, on peut changer la couleur des yeux, on peut peut-être changer la taille. Donc, on peut faire des petites manipulations génétiques comme ça, mais l'idée, par exemple, que la génétique va permettre d'augmenter le quotient intellectuel pour autant que le QI ait un sens quelconque concernant l'intelligence humaine, à mon avis, c'est totalement utopique, au sens négatif du terme, quoi. Ça n'arrivera jamais. Mais ça fait accepter aux gens un espèce de bricolage génétique qui va produire lui-même ses propres pollutions. C'est-à-dire qu'on a déjà les pollutions chimiques, les pollutions électromagnétiques, et va s'ajouter à ça des pollutions génétiques. Des OGM qui vont se balader un peu partout, qui vont tuer les espèces endémiques au départ. Donc le solutionnisme technologique peut donner l'illusion, mais va plus approfondir la catastrophe que régler la catastrophe. Donc la question, c'est jusqu'à quand les populations vont être dans le déni, dans l'acceptation de la poursuite du développement du techno-capitalisme. Pour l'instant, on peut dire que donc j'ai commencé ma longue diatribe en disant que ce livre concernait les rapports de domination. Dominer quelqu'un, il y a deux grandes méthodes qui ont déjà été... dont on a pris conscience depuis extrêmement longtemps, c'est la ruse et la violence. On peut dominer les gens par la ruse et la violence. Pour l'instant, on peut considérer que les sociétés industrielles, les rapports de domination dans les sociétés industrielles fonctionnent sur le mode de la ruse, de la publicité politique, des promesses transhumanistes, etc. Tant que les gens adhèrent à ça. Mais bon, les détériorations dues à l'expansion du système industriel ne vont faire que s'aggraver. Et donc on peut espérer qu'un jour, la ruse ne fonctionnera plus, et il faut quand même avoir conscience que derrière la ruse, il reste la violence. Et que de la même manière que les résistants ont affronté le régime nazi donc lors de la Seconde Guerre mondiale, il faut se préparer quand même à affronter la violence. Donc on la voit déjà quand on envoie les CRS vider une ZAD, etc. Quand le pouvoir, la domination ne peut pas répondre de manière idéologique par la ruse, etc., il répond par la violence. Et la violence technologiquement augmentée. Et affronter ça, c'est faire ce que faisaient les résistants, c'est-à-dire que les résistants acceptaient de mourir parce qu'ils plaçaient la résistance contre le régime nazi au-dessus de leur vie individuelle. Et je pense qu'à un moment donné, pour ceux qui désirent résister ou s'émanciper du monde industriel, il va falloir avoir un comportement mimétique par rapport aux résistants, c'est-à-dire placer la destruction du monde industriel au-dessus de l'existence individuelle. Et puis il faut voir que les nouvelles technologies, je pense que je finirai peut-être là-dessus, les nouvelles technologies du numérique en particulier sont issues du monde militaire. Et donc il faut bien voir que mon sentiment est que les dominants sont en train de se préparer à l'action violente, à la surveillance, le développement des robots tueurs autonomes qui sont liés à l'intelligence artificielle vont également avoir des applications policières. Donc en fait, les dominants sont en train de préparer une réaction violente au désordre social que vont provoquer en fait les désordres écologiques grandissants. Et ce qui est paradoxal, c'est que cette préparation passe par un aspect ludique, puisque toutes ces technologies sont adoptées par les populations dans cet esprit-là, quoi. Jacques, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous de m'avoir entretenu. On rappelle que ton livre Au rendez-vous des mortels, le déni de la mort dans la culture moderne, de Descartes au transhumanisme, est édité à la lenteur. On trouve ce livre et d'autres dans les bonnes librairies.
ou sur commande, enfin la lenteur ça marche. On met l'adresse où écrire en description de cet entretien. Il faut écrire aux éditions de la lenteur. Voilà. Bah écoute, merci Jacques. Plus que jamais, du coup, on finit cet entretien sur un appel à la résistance. Et puis voilà, c'était très agréable. Merci à toutes et tous. Merci à vous. De notre côté, on retient de cet entretien la filiation qu'il existe entre la civilisation moderne et le transhumanisme, mais également la promesse de délivrance de cette idéologie. Il est maintenant plus clair qu'elle ne s'oppose ni à l'État, ni au capital, ni à la science, mais qu'elle constitue bien leur désir de toute puissance. Puissance qui vient même à nous faire oublier notre condition de mortel. Et face à son déferlement, il est urgent de riposter. On se retrouve bientôt pour de prochains entretiens, et en attendant, ni techno-dieu, ni technomètre, vive la liberté et vive l'anarchie.